Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation des versions 24 et 25 de Java, les versions de Java de l'année 2025. Après une brève introduction, on parcourra l'intégralité des nouveautés qu'apportent ces releases. Et des nouveautés, on en a pas mal. Pour ceux qui s'intéresseraient à une évolution en particulier, vous pouvez cliquer sur le chapitre que vous souhaitez. Mais d'abord, la roadmap Java. La roadmap, on la trouve sur le site officiel d'Oracle. On a 2 versions par an, une en mars et l'autre en septembre. On a de temps en temps des versions LTS, avec un support étendu dans le temps donc, mais le plus souvent, on est sur des non-LTS. Ce que contient une release, on peut le consulter sur le site de l'OpenJDK. L'OpenJDK, c'est la communauté créée en 2006 qui reçoit les demandes d'évolution pour Java. Ces évolutions, on les appelle les JEP, pour JDK Enhancement Proposal. OpenJDK, c'est un peu plus qu'une communauté, c'est aussi l'implémentation open source de la JDK Java. Mais une JDK, c'est quoi au fait ? Une JDK, c'est à la fois la JVM, donc la Java Virtual Machine, qui permet d'exécuter et d'interpréter du code Java, plus tous les outils nécessaires au développement, le compilateur JavaC et bien plus. La JDK d'OpenJDK, c'est bien, mais on va trouver tout un tas d'autres JDK, toutes basées sur OpenJDK. Basées, ça signifie qu'elles s'appuient sur le code d'OpenJDK, mais qu'elles peuvent y apporter leurs petites ou grosses touches personnelles. Tout ça, ça fait penser au principe d'une distribution Linux. Bon, on est presque prêt à rentrer dans le dur, mais prenons une minute pour parler des JEP. Les JEP, elles ont chacune leur petite spec sur le site d'OpenJDK, qui est vraiment pas beau, mais qui est aussi vraiment très bien fait. La documentation d'une JEP, c'est quelque chose de carré, de bien structuré. Je vous laisse aller voir. Un point à retenir, c'est que une JEP, une evol, ça peut se trouver dans un état non finalisé. On parle de preview, d'incubator ou encore de features expérimentales. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que ces features ne soient pas définitifs, on peut quand même en avoir un avant-goût et les tester. Pour ça, on doit les activer, et la méthode pour le faire dépend de la JEP. Le contenu des releases Java 24 et 25, je l'ai découpé par thématique, et dans ces thématiques, on a les API, et tout ça, ça porte sur des sujets très variés comme les threads virtuels, le calcul vectoriel, les streams. On a aussi tous les sujets en lien avec la JVM, tout ce qui est accès optimisation du fonctionnement et de la performance de Java, en plus en interne. On a également une thématique autour de la crypto, on est sur de l'API mais spécialisé, donc je l'ai séparé du reste des API et des nouvelles classes dont j'ai parlé tout à l'heure. On a aussi tout ce qui est lié au langage, à sa syntaxe. Et enfin on a ce que j'ai pas indiqué encore là sur les slides, tout ce qui relève un peu de la poubelle, donc les deprecated, les warnings, le décommissionnement. Et c'est parti pour une première JEP. Donc la première JEP, c'est la 485 pour les stream gatherers. Alors un stream, vous connaissez, ça permet la manipulation d'un flux de données. C'est un pipeline qui regroupe plusieurs éléments. Une source qui va bombarder d'éléments, puis 0, une ou plus opérations intermédiaires pour transformer les éléments, et enfin une opération terminale pour fabriquer un résultat. Tout ça, c'est en place depuis Java 8 et ça pose pas de soucis. Alors pourquoi introduire cette notion de stream gatherer ? Il faut comprendre que pour les streams Java, on peut définir nos propres opérations terminales pour construire un résultat donné, mais on n'a pas la même générosité pour les opérations intermédiaires. Pour transformer les éléments qui arrivent au pipeline, on doit faire avec les opérations intermédiaires qui sont déjà présentes dans Java, et on n'a pas la possibilité d'utiliser une opération custom. Et avec la JEP 485, qui n'est pas une preview, on va avoir la possibilité de créer nos opérations intermédiaires custom. La JEP, elle introduit une interface et une classe, une interface gatherer qui définit le profil d'une opération intermédiaire. On avait l'équivalent pour les opérations terminales, l'interface collector. On a également la classe gatherers qui va nous donner des opérations intermédiaires prédéfinies. De la même façon, on avait les collectors pour les opérations terminales. Pour terminer quand même, je vous donne cette citation-là, qu'on retrouve sur la JEP, qui est pas mal, qui montre bien que un stream, on peut le considérer désormais comme équivalent à une source, suivi de l'appel d'un gatherer, puis d'un autre, un autre, et enfin l'appel d'un collector pour terminer le stream. Passons à la JEP Class File API. Alors le code source Java, il est compilé en bytecode, donc c'est les points classes. Et modifier du bytecode, c'est un levier très puissant, et pour de nombreux frameworks, comme Spring, la programmation orientée ASP, Hibernate, Mockito. Et le souci, c'est que ces librairies tierces, elles ont du mal à suivre les changements de format d'un fichier point classe. Surtout avec des releases Java tous les 6 mois.
Et l'autre problème, c'est qu'il n'existe pas d'API standard qui serait intégré dans le JDK pour manipuler du bytecode. La JDK, jusqu'alors, elle s'appuie elle-même sur une librairie tierce, ASM. Alors Class File API, c'est une API standard pour la manipulation de bytecode. Standard, ça veut dire que elle évoluera au même temps que Java, donc elle sera toujours à jour. Et c'est à peu près tout ce qu'on va dire sur cette JEP. On a ensuite la JEP 489 et 508, puisqu'elle est présente en incubation à la fois en Java 24 et en Java 25. Ça semble une JEP un peu difficile à accoucher. Mais c'est une JEP intéressante qui porte sur le parallel computing. Donc l'idée, c'est d'exploiter les processeurs SMID qui sont capables de charger en un cycle CPU n valeurs d'un coup ou scalaire. Et ça permet de réaliser en même temps la même opération sur chaque scalaire. Donc on fait plusieurs fois la même opération en un cycle CPU. Tout ça, ça peut avoir un intérêt dans le cas de calculs intensifs, de traitement graphique, mais ça change vraiment la façon dont on va écrire le code. On doit vraiment penser en vecteur et plus avec nos types primitifs ou nos types habituels en Java. Vous avez un exemple ici qui est issu de la JEP. Parlons maintenant de la JEP 505, structure de concurrency. Pour comprendre la motivation de la JEP, je vous pose un problème simple. On a un programme qui crée deux tâches qui vont s'exécuter en même temps, en parallèle. On est dans du multithread. Et le programme, il repose sur le succès des deux tâches. Donc si l'une des deux échoue, le traitement est en erreur. Ce que fait le programme, c'est donc démarrer les deux tâches, puis attendre le résultat déjà de la première tâche. Et il se trouve que pendant qu'il attend le résultat de la première tâche, la seconde, elle se termine en erreur. Le problème, vous le voyez, c'est que le programme, il va attendre pour rien le résultat de la première tâche, parce que quel que soit en fait son résultat, le traitement sera en erreur, puisque la tâche numéro 2, elle a planté. Ce à quoi essaie de remédier cette JEP, c'est au fait que les API standards en Java, pour les threads, elles sont trop permissives, et qu'on a un risque de thread leak ou de cancellation delays. Thread leak, ça va être quand on exécute inutilement un thread. Un thread, c'est une ressource qui est rare, qui coûte à créer. Alors c'est un peu moins vrai avec les threads virtuels, mais en tout cas, c'est pas bon pour les performances et ça peut conduire à un fonctionnement dégradé. Le cancellation delays, c'est exactement, ça va avec, c'est exactement ce que je vous ai montré. Notre traitement, on aurait pu l'interrompre beaucoup plus tôt, et donc on va le laisser tourner pour rien, et ça gâche du temps et des ressources. En plus de tout ça, le fait d'avoir des threads qui sont plus ou moins indépendants, ça nuit à l'observabilité du code, et c'est pas toujours simple. La structure de concurrency, ça va être au niveau de l'API, au niveau du code, et ça va permettre d'exécuter un ensemble de tâches dans le cadre d'un scope. Les tâches qu'on exécute en parallèle, elles vont exister uniquement dans le cadre de ce scope et pas en dehors. Donc en dehors de ce scope, on va pouvoir garantir que les tâches, les threads, ils sont terminés. On limite le risque de thread leak, ce genre de problème. On pourra même définir des completion stratégies si on veut que toutes les tâches soient un succès ou si on accepte que on n'en ait qu'une qui réussisse. Ce qu'apporte aussi la JEP, c'est la possibilité dans un thread dump d'afficher la hiérarchie des threads. On parle maintenant des scoped values, mais avant je dois vous faire un petit rappel concernant la classe thread local. Le thread local, c'est un type particulier de variable dont la valeur est liée au thread. Généralement, c'est statique et c'est utilisé de façon globale sur la portée d'un thread. C'est ancien dans Java, depuis 1.2, et ça a des cas d'utilisation très intéressants. On va pouvoir s'appuyer sur du thread local pour gérer des données de session, des transactions, la locale, le logging, donc des choses très utiles et très couramment utilisées. Le thread local, il est utilisé par de nombreux frameworks comme Spring, Hibernate, JAX-RS, des librairies de logging. Mais l'inconvénient du thread local, c'est qu'il est mutable et c'est plus difficile de suivre ces changements d'état. Il a une durée de vie aussi qui est égale à celle du thread. Et en cas de thread fils, les threads fils, ils héritent d'une copie de toutes les variables thread locales du parent, et ça a un impact sur l'empreinte mémoire. Le scoped value maintenant. Alors le scoped value, c'est une alternative au thread local, et ça définit une variable immutable locale à un thread. Mais le truc sympa, c'est que la variable, elle va être accessible dans une portée, d'où le scope, la notion que vous connaissez quand vous avez du code qui est imbriqué dans des blocs de code.
Les scope values, ça va être bon en combinaison avec le structure de concurrency qu'on vient juste de voir, et les virtual threads. Avant d'aborder les sujets JVM, on a encore une JEP côté API, c'est la stable values qui est en preview. L'idée de la stable value, c'est d'avoir une constante dont on contrôle à quel moment elle est initialisée. Donc c'est un peu comme si on avait une variable finale à partir d'un certain moment. Donc les stable values, ils vont permettre de gérer des cas qui ne sont pas gérables avec final. On parle d'immutabilité différée. Alors pourquoi tout ça ? Ça permet d'appliquer déjà les mêmes optimisations en fait que ce qu'on a pour un champ final. On arrive au JEP de la thématique JVM, et ça nous amène à parler de plein de sujets. Pas simple à comprendre, mais vraiment passionnant. Déjà, la JEP 485, Ahead of Time Class Loading and Linking. Alors le Ahead of Time, ça correspond au traitement qu'on peut faire en amont avant le démarrage de l'application. Et le résultat de ces traitements, ils seront exploitables par la suite pour optimiser par exemple le démarrage de l'application. L'idée de la JEP, c'est tout simplement de créer un cache qui va contenir toutes les classes préchargées et correctement liées entre elles, en tout cas toutes les classes dont le programme va avoir besoin. Ce cache, on pourra le passer en paramètres au lancement du programme Java, et ça va permettre d'avoir un programme plus vite opérationnel à 100%. Pour utiliser le class loading and linking, il faut déjà lancer une première fois notre application pour la profiler, donc pour identifier les éléments qu'on aura à mettre en cache. On parle de training run. Le lancement, il se fait avec ces deux options, mode record pour le profiling et puis configuration pour indiquer où se trouvera le fichier de cache. Alors à ce stade, ce ne sera pas totalement le fichier de cache parce qu'il faudra le créer avec une autre commande, donc le mode create, qui va à partir du résultat du trading run créer le cache. Et ici, le cache, c'est app.aot. On pourra après indiquer le cache au moment du lancement de l'application. Il faut bien comprendre que Java, c'est un langage qui est dynamique, et donc ça peut être difficile de déterminer statiquement à la lecture du code si telle ou telle classe est utilisée. D'où le training run qui semble un peu tout un art. La JEP 514, c'est également de l'AOT, donc du Ahead of Time. C'est vraiment pas grand-chose. Vous avez pu voir dans la JEP précédente que pour exploiter un cache, il fallait d'abord faire un training run pour déterminer le profil de l'application, puis créer un cache. Alors l'idée de la JEP 514, c'est tout simplement de faire tout d'un coup. Donc plutôt que de faire du record et du create, on va tout simplement faire du cache output. D'un coup d'un seul, on va créer le cache. Passons à la JEP 515, AOT méthode profiling. Pour comprendre cette JEP, il faut déjà parler de compilateur JIT pour Just in Time. Ce compilateur, dans Java, il identifie durant l'exécution les portions de code qui consomment le plus de CPU. Et il va compiler le bytecode correspondant en code natif qui sera plus rapide à l'exécution. L'idée pour la JEP 515, c'est de réaliser là aussi un training run pour collecter les données du compilateur JIT. Et tout ça, ça nous permet d'enrichir le cache AOT. Et ça permettra à l'application, dès le démarrage, de bénéficier des compilations just-in-time qui conviennent. Pour la JEP 404-521, donc 404 dans Java 24 et 521 dans Java 25, Generational Shenandoah. Alors Shenandoah, c'est tout simplement un garbage collector. Le garbage collector, ça vous connaissez, c'est la libération de la mémoire, la gestion de la mémoire même plutôt, et à notre disposition, on a plusieurs garbage collectors différents. Alors pourquoi on en a plusieurs ? C'est parce qu'ils ont des caractéristiques différentes, donc selon les cas d'usage, on peut avoir intérêt à en utiliser un plutôt qu'un autre. G1, c'est le garbage collector par défaut, c'est un bon compromis généraliste. Mais Shenandoah, il se caractérise par une latence très faible et sa capacité à gérer une grosse heap, de l'ordre du teraoctet. La latence très faible, ça veut dire que l'exécution du garbage collector, elle aura un impact minime sur le fonctionnement du programme, en générant de très courtes pauses. Si on revient à la JEP, on a un mot-clé dans l'intitulé, et c'est le premier mot de l'intitulé, c'est générationnel. La plupart des objets qu'on crée dans un programme Java, ils meurent jeunes. Donc, l'idée des garbage collectors générationnels, c'est de séparer les jeunes et les vieux. Ça se traduit par un découpage de la mémoire. On a l'Eden, les survivors, pour les objets qui ont survécu à un premier GC. On a aussi les survivors S1, pour les objets qui ont survécu à un second GC. Et on a enfin la Old Generation,
pour les objets qui n'ont pas pu être libérés lors des précédents garbage collector. Les garbage collectors qui permettent de déplacer de l'Eden aux zones survivor, ce sont des Young GC, donc des Young garbage collectors qui ne portent que sur les objets jeunes. Mais on a aussi les All GC ou Full GC qui eux vont porter sur toute la heap et également les objets de la All Generation. Donc l'idée de base, elle repose vraiment sur une observation empirique du comportement des objets dans les programmes Java. La plupart des objets, ils meurent jeunes. Autrement dit, une très grande partie des objets alloués sont rapidement inutilisés, alors, les variables temporaires, les collections locales, tout ça. Et les objets qui survivent à plusieurs cycles de collecte, eux, ils ont tendance à rester vivants plus longtemps. Les caches, les singletons, les structures de longue durée, ils ont même des chances d'être vivants tout du long de l'exécution du programme. Donc la conséquence de toutes ces observations, c'est de se dire qu'on va concentrer l'effort du garbage collector sur la Young Generation, là où le taux de mortalité, il est le plus haut. Là aussi, ça sonne un peu bizarre, après la séparation des jeunes et des vieux. Ce qui est bien avec tout ça, c'est qu'on va pouvoir faire des garbage collectors plus fréquents et plus rapides sur la Young Gen, et ça va éviter d'avoir des pauses longues et de gaspiller du CPU inutilement en scannant tout plein d'objets anciens qui sont vivants et qui vont le rester. Passons à la JEP 475, donc le Late Barrier Expansion for G1. Pour comprendre cette JEP, il faut aborder déjà plusieurs notions. Le G1, la barrière, le Just-in-Time, C1 et C2, la Barrier Expansion, Late Barrier, donc ça fait beaucoup quand même, et je vais vous expliquer tout ça. Alors le G1 déjà. Le G1, c'est le garbage collector par défaut, et surtout, il est générationnel. Donc des objets sont déplacés de la jeune vers la vieille génération. Et pour garantir l'accès aux objets déplacés, G1, il a recours à l'utilisation de barrières. Alors les barrières, c'est donc un mécanisme qui permet de garantir la cohérence de la mémoire. On a deux types de barrières. On a les load barrières, et ça, c'est quand un objet est déplacé d'une adresse ref1 vers une adresse ref2, parce qu'il change de génération. Au niveau de notre ancienne référence, on va ajouter le forwarding pointer qui va contenir la nouvelle référence. Et comme ça, si on tente d'aller lire l'objet à la référence ref1, la JVM, elle est en mesure de renvoyer vers ref2 en consultant le pointeur. Donc ça, c'est pas mal pour les garbage collectors concurrents, où un objet, il peut être lu au cours de son déplacement. Tout ça ne s'applique pas à G1. Donc la barrière dont on parle, c'est pas une load barrière, c'est une write barrière. C'est quand on initialise une propriété d'un objet old avec un objet young. Donc on a un objet qui fait référence à un objet young. Lors d'un young GC, si le garbage collector ne regarde que les objets jeunes, il ne pourra pas savoir que l'objet jeune qui est en propriété de notre objet vieux est utilisé, puisque l'objet vieux, il ne va pas le regarder. Donc pour ça, la JVM, elle ajoute l'objet old à la liste des objets vieux qui référencent des objets jeunes, le remembered set. Au prochain Young GC, l'objet jeune de notre exemple, il ne va pas être libéré parce qu'on saura qu'il est référencé par un objet old du remembered set. Donc les barrières, c'est un peu chaud. Parlons du JIT. JIT, Just-in-Time Compiler, ça réalise la compilation à la volée de bytecode en code natif. Le JIT, il se compose de deux sous-compilateurs C1 et C2. Le C1, il a pour vocation de permettre un démarrage rapide de l'application, l'idée étant d'atteindre plus vite des perfs acceptables. Le C1, il fait des optimisations légères et rapides. On a aussi le compilateur C2, il est plus axé sur les performances maximales à long terme. En profilant l'exécution, il fait des optimisations plus complexes et aussi plus coûteuses. On n'est pas loin de pouvoir tout assembler, mais il faut encore parler de barrière expansion. Le code natif qui est généré par le compilateur JIT, il n'est pas interprété par la JVM, c'est du code natif. Mais pour autant, il faut qu'il apporte les mêmes garanties de cohérence au niveau de la mémoire. Donc la gestion des barrières, il doit en prendre compte. Les barrières, elles doivent être explicitement insérées dans le code natif. Et c'est ça, la barrière expansion. Le dernier mot dont on n'a pas parlé, c'est le late. Alors pourquoi late ? La génération de code natif, c'est un processus qui est complexe et composé d'étapes. L'objet de cette JEP, c'est d'insérer les barrières plus tard dans le processus. Les objectifs recherchés, c'est d'avoir un meilleur temps d'exécution du C2 et aussi plus de cohérence dans le code de OpenJDK. C'est déjà pas mal, on a, je pense, bien compris l'idée. La JEP 519,
450 dans Java 24, c'est Compact Object Headers. C'est une optimisation pour la JVM. L'idée, c'est de compacter les headers des objets sur les architectures 64 bits. L'impact de tout ça, il se trouve au niveau des performances. Ça va permettre d'utiliser moins de heap et aussi de consommer moins de CPU. Donc c'est pas mal. La JEP 493 Linking Images Without Gmod. Java s'est organisé en modules. Et les modules dans une JDK, on les trouve à deux endroits. Dans la Java Runtime Image, donc la JRE, au format binaire exécutable, et aussi dans un répertoire Gmod. Dans le répertoire Gmods, on a des fichiers .gmod. Et on peut les assembler avec l'utilitaire glink pour créer une distribution JDK, avec les modules qu'on veut. Je vous ai dit que les modules étaient présents à deux endroits, dans la JRE et également dans le répertoire Gmod. Donc l'idée de la JEP 493, c'est de permettre de créer des JDK sans répertoire Gmod, puisque techniquement, les modules, on peut aller les lire directement dans l'image runtime. L'avantage avec tout ça, c'est qu'on va avoir une JDK qui est plus légère, et Java, ça tourne souvent sur des conteneurs, et les images des conteneurs, elles sont souvent téléchargées. Donc avoir des images plus petites, c'est bon pour le réseau, c'est bon pour la gestion des ressources. JEP 491 Synchronize Virtual Threads Without Pinning. Les deux points à clarifier pour comprendre, c'est la notion de virtual thread et le pinning. Les virtual threads, ça correspond à la JEP 444, ça a été introduit en Java 21, et ça correspond à un nouveau type de thread, léger en mémoire, qui permettent un multithreading massif bien au-delà de ce que permettaient les platform threads, donc les threads historiques. Si on compare les deux, le platform thread, c'est un thread OS, donc c'est coûteux à créer, c'est en nombre limité, tandis qu'un virtual thread, c'est associé à un thread OS le temps de l'exécution. Donc on va parler de thread porteur, et donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'on ne va pas consommer de thread OS si on est en attente, sur une opération bloquante IO par exemple. Donc avec quelques threads OS, on va pouvoir gérer un très grand nombre de threads virtuels. Le pinning maintenant. Le pinning, c'est une limitation qu'on avait jusqu'en Java 24. Un virtual thread qui bloque dans un bloc synchronize, il ne va pas libérer son OS. Un thread virtuel qui bloque sur object.wait, il ne libère pas non plus son OS thread. Le fait de ne pas libérer le platform thread, c'est le pinning. Mais pour comprendre pourquoi ça n'a pas été rectifié tout de suite, il faut revenir à l'origine du problème. Donc les verrous qui sont portés au niveau du thread OS. Je vais tenter d'expliquer. Alors le thread virtuel T1, il entre dans un bloc synchronize. Il a acquis le verrou de l'instance I. Il atteint une instruction bloquante. Il fait un appel réseau. Techniquement, il n'a plus besoin du thread porteur P1, mais il ne peut pas le libérer. Alors pourquoi ? Parce que le thread porteur P1 possède le verrou. Et s'il devait porter un nouveau thread virtuel, celui-ci pourrait exécuter à son tour le bloc synchronize parce qu'il se retrouverait avec le verrou. Quand on comprend un peu mieux le problème, on se rapproche de la solution. Et la solution mise en œuvre, elle est de descendre la gestion des verrous au niveau des threads virtuels. Donc selon les situations, un verrou, il sera porté par un platform thread ou un virtual thread. Les JEP qui portent sur la JVM, c'est un peu aride. Il nous en reste 3 à aborder. Elles portent toutes sur JFR, donc Java Flight Recorder. La première, la JEP 509, CPU Time Profiling. Pour la comprendre, on applique toujours la même méthode. On va décomposer chaque mot de l'intitulé. Donc JFR déjà, Java Flight Recorder. Le Flight Recorder, c'est une fonctionnalité de la JVM qui fait du profiling. Ça collecte des données durant l'exécution d'un programme. Les événements JVM, thread, mémoire, verrou, CPU, c'est dans le noyau de la machine virtuelle. Parmi les éléments collectés, on a aussi les événements de la JDK elle-même pour l'utilisation et les activités dans le cadre des API standards Java. On a aussi la possibilité de collecter des événements custom issus du code du programme lui-même. Le profiling, il s'active en ligne de commande avec l'option au démarrage Start Flight Recording ou encore à chaud avec l'utilitaire JCMD. Le profiling, il produit des fichiers .jfr et il faut un outil pour les visualiser, par exemple la JDK Mission Control. JFR c'est bon, mais CPU time. Le temps en CPU, remonté par JFR,
c'est une estimation. C'est basé sur un échantillonnage régulier qui n'est pas toujours précis. À intervalles réguliers, le profiler, il va récupérer la liste des threads actifs et ça va lui permettre de savoir où ils en sont et quelle méthode est en cours d'exécution. La JEP 509, elle a pour but d'améliorer le calcul du temps CPU. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la JVM elle puisse envoyer des événements plus précis à JFR, et l'approche proposée, c'est d'exploiter un nouveau feature du kernel Linux 2.6.12 qui permet de retourner à intervalles réguliers le CPU time, plutôt que de réaliser une approximation. JFR, il va donc pouvoir recevoir via la JVM la consommation CPU des threads Java directement et on ne pourra pas plus précis. La JEP 518 JFR Cooperative Sampling. Le profiler JFR, il collecte à intervalles réguliers des stacks. C'est pas toujours stable car l'application elle est en cours d'exécution. L'optimisation proposée par la JEP 518, c'est d'attendre un save point de la JVM pour récupérer une stack. Donc le save point, c'est un moment clé de l'exécution de la JVM où la JVM, elle suspend tous les threads pour réaliser des opérations spéciales. Dernière feature avant de passer sur la thématique cryptographie, la JEP 520 Timing and Tracing pour JFR. Avec cette JEP, JFR il se rapproche un peu plus des profilers classiques. Il peut désormais tracer systématiquement les appels des méthodes, avec toutes les statistiques qui vont avec. Le tracing il est configurable, on peut choisir les classes et les méthodes. Tout ça c'est pas mal parce que ça fonctionne sans agent, c'est donc plus léger. Passons à la thématique cryptographie, qui regroupe 4 JEP. Hormis une, on est sur des problématiques qui se rejoignent, liées à l'informatique quantique, et au fait qu'avec les progrès de l'informatique quantique, les algorithmes cryptographiques vont être plus vulnérables aux attaques. Et il est donc important pour Java de supporter la cryptographie post-quantique. Ce que j'ai lu dans la JEP 496, où on peut également lire que Java ambitionne d'y parvenir en supportant le HPKE. La JEP 496 pour la MLB Key Encapsulation Mechanism. Key Encapsulation Mechanism ou KEM, mécanisme d'encapsulation des clés, qui permet à deux partenaires de partager une clé secrète, mais sans se la transmettre directement. Chacun calcule la clé secrète de son côté. Prenons un exemple. Bob et Alice, ils se créent chacun une paire de clés. Bob, il envoie sa clé publique à Alice. Et Alice, elle crée à partir de la clé publique de Bob une clé secrète et un message d'encapsulation. Elle transmet le message d'encapsulation à Bob, et Bob, il peut le décapsuler et calculer la clé secrète à partir de sa clé privée à lui. À la fin, Alice et Bob, ils disposent de la même clé secrète, mais elle n'a pas transité dans les messages. Donc KEM, c'est un mécanisme d'encapsulation de clés. Et MLKEM, c'est une implémentation particulière de KEM, qui est quantum resistant et un standard NIST. Pour faire du KEM, il faut donc pouvoir générer des paires de clés, encapsuler, donc créer une clé secrète et un message d'encapsulation, et enfin décapsuler, donc recréer une clé secrète depuis un message d'encapsulation. La JEP 496, concrètement, c'est l'extension de 3 classes existantes. Le KeyPair Generator pour générer des paires de clés MLKEM. Cette classe, on l'a depuis Java 1.1. On a aussi KEM depuis Java 21, qui sait faire de l'encapsulation et de la décapsulation. Et enfin, on a la classe KeyFactory depuis Java 1.2, qui est capable de faire la conversion des clés MLKEM reçues au format brut en byte, en binaire, en objet Java exploitable par l'API. La JEP 497 maintenant. On est exactement sur la même logique, mais pour de la signature quantum résistante. L'objet de la JEP, c'est tout simplement de permettre de signer ou de valider une signature qui soit quantum ready. La troisième et dernière JEP de la thématique quantum, c'est la Key Derivation API, une autre brique de HPKE après MLKEM. Ça permet la dérivation de clés, donc la création de clés à partir d'autres clés. On fait des clés plus robustes et plus balèzes à partir de petites clés. Pour cette JEP, on a une nouvelle classe, c'est la classe KDF du package Javax Crypto. Pour terminer la thématique crypto, on a aussi la JEP 470 PEM Encoding Crypto Object.
L'objet de la JEP, c'est d'introduire la notion de DER encodable, et donc d'objets cryptographiques qu'on va pouvoir encoder et décoder au format PEM. Mais pour bien comprendre, il faut revenir sur le format PEM. Le format PEM, c'est un format texte, donc c'est vieux. C'est un format qui permet la transmission de données cryptographiques, et en particulier les certificats. Donc X.509, ça vous dit quelque chose. Les clés privées, PKCS 18. Le format, c'est une structure très simple avec une enveloppe, un en-tête, un contenu binaire encodé en base 64 et un footer. Le contenu binaire lui-même, si on le sortait du PEM, c'est le DER, le format DER. Avec la JEP 470, donc on introduit dans le code la notion de DER encodable, donc d'objet cryptographique encodable ou décodable en PEM. On a également la classe générique PEM Record pour les objets qui n'ont pas de représentation officielle. On peut déjà passer à la thématique langage. Dans cette thématique, on va parler de Flexible Constructor Body, d'import de modules, de simplification de fichiers sources et de pattern matching. La JEP 492-513 Flexible Constructor Body, de quoi ça parle? Alors un constructeur body, on connaît, c'est le corps du constructeur, et les constructeurs, ça on sait faire, mais flexible. Ça veut dire quoi, flexible? Pour comprendre la JEP, on va revoir rapidement plusieurs notions. On va parler de l'ordre d'exécution des constructeurs. Ensuite, il faudra parler d'appel de constructeur implicite. Après, on se penchera sur le corps d'un constructeur et sur ce que peut vouloir dire flexibilité dans le cadre d'un corps de constructeur. Déjà, l'ordre d'appel. Pourquoi on parle d'ordre d'appel de constructeur? C'est parce que nos classes, elles héritent d'une classe, qui hérite d'une classe, qui hérite d'une classe, et qui à la fin hérite d'une classe, qui hérite d'objets. Donc on a toujours une hiérarchie, une structure en couche un peu si on veut, de classes. Quand on crée un objet, à partir d'une classe, on doit appeler tous les constructeurs, parce que dans les classes parentes, on a aussi des propriétés, des champs à initialiser, et il faut nécessairement le faire. Donc tous les constructeurs, on doit les appeler. Celui de la classe, mais aussi de tous les parents. Et dans quel ordre on fait ça? On commence par les constructeurs des classes parentes. On est dans du top-down. En fait, quand vous exécutez le constructeur d'une classe, le constructeur, il commence par dire hop hop hop, j'ai un parent, donc je vais déjà lui demander de se construire, et ainsi de suite. Le parent, il va demander à son parent. Ce qui fait que, à la fin, le premier constructeur à réellement s'exécuter, c'est celui de la classe de plus haut niveau. Autre notion, la notion de constructeur implicite. Un constructeur, ça doit toujours commencer par super ou this pour appeler soit un constructeur de la classe parente, soit un autre constructeur de la classe elle-même. Quand on crée un objet et qu'on appelle son constructeur, si Java ne trouve pas en première instruction du constructeur un appel à super ou à this, il va lui-même insérer un super qui ressemble à ça. Donc dans le bytecode, on aura cet appel, ce qui fait qu'à la création de l'objet, on appellera bien le constructeur parent en premier. On arrive maintenant à la notion de flexibilité. Donc pourquoi tout ça, ça poserait problème? C'est en place depuis Java 1. En fait, tout ça, ça peut être vu comme trop rigide et ne permettant pas certains traitements, comme par exemple ajouter en début de constructeur des contrôles pour pouvoir interrompre la création d'un objet si dès le départ, on sait que les inputs qu'on a, ils sont pas corrects. Et ça évitera d'avoir à solliciter tous les constructeurs parents pour rien. L'idée de la JEP, c'est de pouvoir écrire des instructions qui vont être exécutées avant qu'on appelle le constructeur parent. Ça revient à décomposer un constructeur en 3 parties, le prologue, l'appel au constructeur parent via un super ou un this, et un épilogue. À partir de Java 25, on a soit un constructeur comme on le connaissait jusqu'avant, qui commence soit par super, soit par this, soit qui aura un super inséré à la compilation du bytecode. Mais on peut aussi avoir un constructeur qui contient des instructions, donc un prologue, suivi d'un appel à this ou à super, suivi lui-même d'instructions. Quand on a un prologue et un épilogue, c'est qu'on a nécessairement entre les deux this ou super. JEP 494 511 module import déclaration. En Java 9, on a l'apparition des modules. Un module, ça n'expose aux autres modules que certains packages. Les autres modules, ils ne voient d'un module que les types publics top level de ces packages. En introduisant les modules dans Java, on n'a pas changé la façon dont on importait les classes. En Java 25, avec la JEP 511, on a maintenant la possibilité d'importer
d'un module et d'un coup toutes les classes et interfaces publiques top level de ce module. Pour importer un module, on peut utiliser la clause import module suivi du nom du module. Cette JEP, elle s'inscrit dans l'idée de permettre de développer Java dans un contexte minimaliste et simplifié. On a d'ailleurs la JEP 812 Simple Source File qui s'inscrit bien dans ce courant. Cette JEP, elle donne la possibilité, si on le souhaite, d'écrire du code simplifié, donc potentiellement sans déclaration de classe. Le code, il sera dans une classe anonyme. On peut aussi déclarer une méthode main avec une signature simplifiée. La méthode main, elle n'a plus à être ni statique, ni publique, ni encore avoir de paramètres. Et ça, c'est plutôt pas mal si on considère que dans beaucoup de cas, ça n'apporte pas grand-chose. On n'a même souvent pas de paramètres. Donc pour écrire du code tout simple, un petit script si on veut, c'est plutôt pas mal. On met juste le code qui nous intéresse. Il va s'exécuter dans un contexte propre, mais qui va être complété par la JVM, qui va ajouter une classe sans qu'on la voie, un constructeur par défaut s'il n'y en a pas. Le code qu'on va avoir dans un fichier simplifié, il va s'exécuter dans une classe anonyme, qui sera finale, top level, dans le package par défaut, qui étendra objet bien sûr, et n'implémentera pas d'interface. Elle aura un constructeur par défaut sans paramètres, et il faudra bien sûr qu'elle possède obligatoirement une méthode main. Ce que montre cette JEP, c'est que sur certains points importants du langage Java jusqu'à maintenant, on n'est pas vraiment beginner friendly. La public static void main string arged entre crochets, ça peut être vu comme un peu rebutant pour les débutants. On arrive sur la dernière JEP, donc la 507, Primitive Types and Pattern, qui est en preview. Le pattern matching, c'est du sucre syntaxique comme on dit. Ça permet d'avoir du code synthétique et bien clair. Ça s'applique à un objet dont on va tester le type via l'opérateur instance_of ou dans un switch. Et l'idée, ça va être de récupérer une variable pour cet objet directement dans le bon type. Le pattern matching, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça apparaît dans Java 16. Pour instance_of, où là, dans cet exemple de code, je récupère directement dans une variable s mon objet en tant que string et je n'ai plus besoin de faire de cast. À partir de Java 21, le pattern matching il va être étendu pour les switches et ça permet alors de récupérer une valeur directement dans un type donné au niveau d'un case de switch et on peut même rajouter des conditions avec le mot when. Le pattern matching dans un troisième temps il va aussi être étendu au niveau des records pour permettre de récupérer dans des variables au bon type et directement avec très peu d'efforts les valeurs des champs d'un record. Dans la JEP 507 qui reste en Java 25 en preview, on étend le matching au type primitif. Et c'est à peu près tout ce dont j'ai envie de vous parler par la JEP 507. On peut passer maintenant à la poubelle. Alors, dans la poubelle de Java, donc, on a tout ce qui est en lien avec la fin du 32 bits pour les architectures x86. Le coût de la maintenance pour le x86 qui n'est plus utilisé, ça devient trop élevé. Donc dans la JEP 479, ça disparaît pour Windows. Dans la 501, c'était devenu en Java 24 deprecated pour Linux. Et dans la 503 en Java 25, c'est carrément remove. On a également la JEP 490 et la fin du garbage collector ZGC en mode non générationnel. La variante générationnelle, elle convient presque toujours. En ne conservant qu'un mode, on limite les coûts de maintenance. Pour la JEP 486, c'est la désactivation définitive du Security Manager, qui est là depuis un bail et que je suppose vous n'avez probablement pas utilisé. C'est devenu pour Java coûteux à maintenir, surtout pour du code peu utilisé et rarement utile. La JEP 472, elle doit nous préparer à restreindre l'usage de JNI. En fait, dans le futur, la possibilité d'interopérer avec du code natif dans Java sera désactivée par défaut. Et il faudra explicitement activer soit le JNI, soit le FFM. Donc le FFM, la JEP 454 Foreign Function and Memory API, qui se pose en alternative à JNI. Donc on pourra utiliser soit l'un, soit l'autre, mais il faudra l'activer. Enfin, la JEP 498, alerter sur l'utilisation des méthodes d'accès à la mémoire dans sun.misc.unsafe. L'alerte, c'est pour préparer les développeurs à la future suppression du package. Sun.misc.unsafe, c'est un accès bas niveau, très bas niveau à la mémoire on-heap et même off-heap, donc en dehors de la JVM. Ça contient du code très permissif et c'est donc amené à disparaître. On a également des alternatives possibles via l'API Varandle et FFM. On est allé au bout,
pas mal. Suivre les releases Java, c'est un exercice assez sympa. Ça permet de ne pas rater une nouveauté qui pourrait être utile et déjà toute prête. C'est aussi une veille technologique en soi. Il faut voir tous les sujets abordés. Et donc ça va être pas trop mal pour notre cerveau. Merci à tous et à bientôt peut-être pour Java 26.